93.5 FM à Lomé, c'est Canal FM, le son de la nouvelle génération. 93.5 Canal FM. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Bienvenue au Club de la Presse que nous animons en ce jour du mercredi 3 octobre 2018. 11h passées de quelques instants à Canal FM sur les ondes des médias partenaires qui nous reprennent. À la technique aujourd'hui, le duo Michel Kokou, Vitogbe et Tomenga à la console, pendant que Géraud Dakoucha met l'émission en ligne avec moi ici, Kodio Tété Innocent Sasgaou. Et j'ai autour de moi déjà 3 confrères bien installés. C'est mercredi, nous parlons bien évidemment de santé avec Santé Éducation. Ils sont directeur Gadiel Tchonyadji, bonjour. Ça c'est bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous et à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Sylvestre Béni, le grand patron du journal La Manchette, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Nous attendons incessamment un 4e confrère. Mais en attendant, nous ouvrons une bien longue page de nécrologie. Hier, nous vous parlions de la mort du grand artiste de la chanson et du cinéma, le franco-arménien Charles Aznavour. Et aujourd'hui, le confrère La Dépêche revient là-dessus, que le monde du sport a aussi rendu hommage à Charles Aznavour. Et vous savez que Charles Aznavour a quitté le monde des vivants le soir du lundi 1er octobre. Et nous apprenons que des hommages lui seront rendus à la place des Invalides à Paris, avec la présence effective de Emmanuel Macron, le président de la République française, et du Premier ministre de l'Arménie, son pays d'origine. Alors depuis Paris, nous apprenons ce matin que Jean-Sébastien Bienvenu de Mas, l'un des fils de Tata Avlessi de Mas, est décédé également la semaine dernière à l'âge de 7 ans. Tata Avlessi, dès qu'il a appris l'information, à Lomé ici, a rallié Paris. Eh bien, nous exprimons nos condoléances à Tata Avlessi de Mas, qui vient de perdre ainsi son fils, Jean-Sébastien Bienvenu de Mas. Et c'est pas fini. Ce matin, nous apprenons que Monsieur Ghosn Poti, qui a été notre professeur d'anglais au lycée de Tchévier dans les années 80, eh bien, notre professeur Ghosn Poti vient aussi de nous quitter, paix à son âme. Et puis, c'est pas fini. Monsieur Akpao Anite, qui assurait l'intérim du directeur de Radio Kara, est également décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui au centre hospitalier régional de Kara Tomde après une courte maladie. Et puis l'autre nouvelle qui nous est tombée dessus ce matin, Jean-Pierre Jeanjot, le confrère journaliste sportif à Radio Victoire, que vous avez sans doute écouté pendant qu'il animait sur cette radio le lundi. Eh bien, dans la nuit d'hier à ce matin, Jean-Pierre Jeanjot aussi vient de nous quitter. Sylvestre Béni, voilà tout un lot, tout un flot de mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. Oui, franchement, je crois que en ce qui concerne donc la dernière personne évoquée, Jean-Pierre Jeanjot, c'est en fait c'est un ami, il était l'ami de nous tous. Nous sommes parentés d'ailleurs aussi. Ah bon? Oui, nous sommes parentés d'ailleurs parce que quand j'ai appris la nouvelle ce matin, franchement, j'étais abasourdi. On ne peut que demander le repos de son âme et aussi à notre confrère qui assurait l'intérim à Radio Kara. Monsieur Akpao Anite. Voilà. C'est triste, mais bon, on ne peut rien. C'est la vie, Abbas Issaka? Oui, c'est triste, on ne peut rien. Ce que nous avons à dire, c'est de présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées. À toutes ces familles éplorées par la disparition de leur chair. Et que leur âme repose en paix.
tout ce que nous avons à dire. Sinon, je pense que nous tous, nous sommes sur la même voie. Et seulement, ils nous ont devancés. Et que dans cette vie, nous prions que tout le monde soit humble. Parce que la vie n'est pas aussi longue que ça. Merci. Gadiel? Oui, condoléances à toutes les familles et puis que ces âmes perdues reposent en paix. Merci. Et puis, il y a une certaine particularité qui nous frappe. À part le cas de notre ancien professeur d'anglais, monsieur Gonpoti, toutes ces autres personnes étaient bien portantes. Charles Aznavour se préparait à entamer une tournée en France. Monsieur Akpao Anité, sa famille et ses collègues l'ont encore vu hier. Jean-Pierre Jean-Jo, nos amis de Radio Victoire étaient encore avec lui hier. Et puis Jean-Sébastien, bienvenu de Mars, le fils de Tata Avlessi aussi était bien portant. Et puis subitement, ils sont passés de vie à trépas. Sylvestre, je ne sais pas si vous serez encore dans ce studio la semaine prochaine. Justement, c'est la question que je me pose, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça peut arriver à tout le monde. Et ce que nous pouvons demander, c'est qu'il faudrait quand même que, pour une fois où nous sommes encore là, il faudrait que nous posons des actes positifs pour que demain on puisse quand même nous reconnaître quand même ce passage-là. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Merci, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous prêter cette journée. Eh bien les amis et moi, nous allons animer un bon club de la presse avec l'espoir que demain nous serons encore là. Mais si on n'est pas là, tant mieux ou bien tant pis. C'est les deux, parce que ça peut être tant mieux ou bien tant pis. Tout appartient à Dieu. Oui. C'est lui qui décide. On peut pas, personne ne maîtrise son temps. La mort peut frapper à tout moment et à n'importe quel temps. Donc on doit, comme l'a dit mon ami Sylvestre, faire de telle sorte que tout ce que nous faisons sur cette terre, que ça soit du bien, parce que nous sommes là pour aujourd'hui et demain on ne sait pas ce qui va se passer. Merci. Abbas Issaka qui nous rappelle que tout appartient à Dieu. Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a dotés de la conscience. Et justement, notre pensée du jour porte sur la conscience. Et c'est Gabriel Jobert qui écrit, citation, « La voix de la conscience est si claire qu'il est impossible de ne pas l'entendre. » La voix de la conscience est si claire qu'il est impossible de ne pas l'entendre. Gadiel, est-ce que la voix de votre conscience est bien claire chez vous? Mais ce qui arrive souvent, c'est que nous les hommes, nous refusons d'écouter la voix de notre conscience. Notre conscience nous parle chaque jour quand nous posons un acte. Mais on fait la sourde oreille par rapport à la voix de notre conscience. Sinon, la conscience nous parle et c'est le meilleur censeur de l'homme. Donc, écoutons très souvent notre conscience et faisons du bien. Merci à nous qui sommes dans ce studio, à vous qui nous écoutez, pourquoi pas jusqu'au sommet de l'État et à la tête de nos différentes formations politiques, organisations de la société civile, des Togolais, des plus connus aux plus anonymes. Rappelons-nous que la voix de la conscience est si claire qu'il nous est impossible de ne pas l'entendre, même si nous feignons de ne pas écouter cette voix-là. La conscience est en nous. Vous rappelez ce que les gens appellent l'œil de Caïn, ou encore ce poème, La conscience de Victor Hugo, que j'ai appris en 6e. Je ne comprenais pas beaucoup, c'est avec le temps que je commence à comprendre. Eh bien, la voix de notre conscience est si claire qu'il est impossible de ne pas l'entendre. Ne feignons pas. Abbas Issaka? Très souvent, lorsque vous avez un projet à réaliser, il y a certaines fois quelque chose qui vous dit, là où vous êtes en train d'aller, c'est un peu dangereux. Ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est pas bon, mais vous persévérez. La conscience vous dit, n'allez pas dans ce sens. Mais vous persévérez parce que donc je crois que vous trahissez, vous n'avez pas confiance en votre conscience. Et ça fait que très souvent, les gens tombent dans des erreurs fatales, qui leur sont fatales et finalement ils regrettent. Merci. Eh bien, respectueusement, nous nous permettons de recommander cette pensée du jour au président de la République, à tout son gouvernement, à tous ses collaborateurs. Et également, cette pensée, nous la recommandons vivement aux leaders de la coalition des 14 partis politiques, également
aux responsables des organisations de la société civile qui prévoient des actions dans les jours à venir et à tous les Togolais, faisons l'effort, ayons le courage d'écouter notre conscience pourtant que nous aimons un peu notre pays, le Togo. Mais pour tout ça, là, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas, Gadiel? Tout à fait. Eh bien, vous revenez à la charge d'une série d'articles sur la bonne nourriture. Et je me rappelle que vous disiez dans ce studio que nous devrions arrêter de manger pour notre langue et plutôt manger pour notre organisme. Oui, effectivement, mangeons pour notre vie et notre santé. Ne mangeons pas ce qui est agréable sur la langue, parce que la langue, par rapport au goût, souvent nous trompe et nous amène vers la catastrophe. Merci. Eh bien, il y a ce phénomène qui connaît de l'ampleur et de la popularité ici dans les grandes villes, notamment Lomé. Il s'agit de la consommation des aliments transformés à la hausse. Les saucisses, les saucissons, les hamburgers, les shawarma, les jambons, les pizzas, les glaces, les chips. Ce sont des aliments qui nous attirent, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Or, vous attirez notre attention là-dessus. Attention à la consommation excessive de ces aliments transformés. Tout à fait. Vous savez, cette communication, elle est mondiale. La communication sur les aliments transformés est mondiale. Et elle n'est pas unique au Togo. Vous savez, les aliments transformés, il faut qu'on comprenne vraiment ce que c'est. Quand on communique autour de cela, les gens pensent que on fait de la contre-publicité. Non. C'est que le cas est réel. C'est devenu aujourd'hui un problème de santé mondiale. Les aliments transformés, ce sont des aliments qui sont dénaturés. C'est-à-dire que ce ne sont plus des aliments naturels. On a extrait ou bien on a dénaturé, on a ôté et les nutriments qui font du bien à l'organisme, on a ajouté ce qu'il ne faut pas ajouter. Des additifs, des colorants, des éléments chimiques. Des hormones, des conservateurs, vous parlez même de matériel génétique artificiel et d'autres traitements chimiques ou thermiques qui altèrent ou détruisent les enzymes naturelles, les acides gras, les vitamines et les minéraux. Mais écoutez, quand on écoute ce genre de choses, est-ce que ça ne nous fait pas peur? C'est vrai, c'est des aliments qu'il faut consommer, mais ce qui se dit aujourd'hui, il ne faut pas aller à l'excès, parce que les composantes de ces aliments ne sont pas bien digérées par l'organisme. Par exemple, quand on est accro à ces aliments, on fait du grand tort à notre foie. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le message que nous voulons passer au travers de cet article, c'est de dire quoi? C'est de dire que les aliments transformés sont l'une des causes du surpoids, de l'obésité, de la survenue d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires, de l'excès de calories, et nous ciblons particulièrement les enfants, parce que c'est nous les parents qui achetons ces aliments à nos enfants. Épargnons nos enfants de ces aliments. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de moins de 10 ans qui sont déjà obèses, qui ont le diabète de type 2, qui développent un certain nombre de maladies qu'on attribue à des gens de 70, 75 ans à cause de la mauvaise alimentation. Donc, le cri d'alarme est toujours là. Et faisons attention, je recommande cet article particulièrement aux parents. Lisons cet article et prenons des mesures. Merci. Non seulement ces aliments transformés que nous venons de citer, mais il y a aussi les frites. Et là-dessus, si vous écrivez que manger trop de frites peut augmenter le risque de maladies comme les cancers, l'obésité, le diabète ou des maladies neurodégénératives. Tout à fait. Vous savez, beaucoup d'experts, après des études, sont unanimes sur cela. Quand vous êtes une femme déjà à 35 ans, un homme déjà à 40 ans, vous devez commencer par éviter les aliments frits. Parce que
le fait de porter à ébullition un certain nombre d'aliments, cela déforme ou bien dénature même un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de transformations chimiques qui se passent quand on frit les aliments, et cela peut nuire à la santé. Vous savez, la friture à haut degré entame souvent la santé de la prostate chez les hommes. Donc, à un certain âge, il faut qu'on en prenne rarement. On n'a pas dit ne pas en prendre, mais quand vous êtes accro aux frites tous les soirs, tous les midis, ce n'est pas bien. Merci. Eh bien, les frites, on peut en faire avec les pommes de terre. On peut le faire aussi avec de l'igname, de la bonne igname, la boko du pays Bassar qu'on comprend un peu partout. On peut le faire aussi avec de la patate douce, le djeté. Et pour frire, nous utilisons différentes sortes d'huile. Or, vous nous parlez d'une huile made in Togo. C'est le yovonemi, en effet, en Mina, ou bien l'huile de coco. Et vous nous parlez des bienfaits de l'huile de coco. Oui, vous savez, si en Occident on parle de l'huile d'olive, des bienfaits de l'huile d'olive, nous avons des huiles dans nos pays tropicaux qui ont les mêmes valeurs, mais que nous ne valorisons pas. Est-ce que vous voyez? L'huile de coco, par exemple, est l'une de ces huiles qu'on doit valoriser, surtout si elle est fabriquée d'une manière artisanale, sans additifs, sans ajout chimique, sans transformation, c'est pas industrielle. Est-ce que vous voyez? Alors, l'huile de coco a une particularité, c'est qu'elle joue un rôle au niveau du foie et qui permet à ce que la digestion ou bien le fait de brûler la graisse dans l'organisme soit facilité. C'est ce pourquoi cette huile elle est recommandée. Elle joue encore plusieurs d'autres rôles au niveau de la digestion. Elle n'est pas très calorifique. Donc si vous allez au niveau des nutritionnistes, c'est l'une des huiles qu'on recommande à consommer dans nos pays tropicaux. L'huile de coco, je vous cite, qui a des bienfaits en santé, en beauté, mais aussi pour perdre du poids. Cette huile aide à absorber le maximum d'antioxydants et nutriments dans les aliments. L'huile de coco accélère aussi le métabolisme du corps. Elle transforme la graisse en énergie dans le foie. Et également, l'autre particularité, c'est que l'huile de coco peut être portée à très haute température sans dénaturation. Tout à fait, parce que c'est cette vertu que cet aliment a. Donc, on peut faire la friture avec, on peut manger ça directement sans la porter à ébullition. C'est une bonne huile et souvent, au niveau de nos marchés, on a de bonnes huiles de coco que nous devons acheter au lieu de courir derrière ces huiles qui viennent des sources qu'on ne connaît pas. Merci. Alors, il y a une auditrice sûrement qui attire notre attention sur les huiles de coco ou autres. Il y a des gens, aussi bien à la maison que pour le commerce, il y a des gens qui utilisent plusieurs fois la même huile. Quand on fait des frites ou bien on fait du colico, on retient l'huile qu'on peut utiliser à friture sur plusieurs jours, plusieurs fois. L'auditrice voudrait savoir si cela est bon, Gadiel. Non, on l'a toujours dit que, vous savez, faisons extrêmement attention quand on fait une friture avec les huiles. Les spécialistes sont unanimes là-dessus. Quand on fait une friture avec une huile et quand vous finissez cette séance de friture, c'est mieux de garer cette huile parce qu'elle a brûlé. Elle a assez brûlé et on doit la garer. Et pour faire encore une friture à haute température, une prochaine fois, on n'a qu'à prendre une huile fraîche. C'est mieux. En français facile, il n'est pas bon d'utiliser plus d'une fois la même huile, notamment pour les fritures, c'est ça? Pas du tout. Merci. Eh bien, ces aliments transformés, les frites et autres, pourraient alterner notre foie. Et vous nous donnez justement une recommandation pour la santé de notre foie. Il s'agit tout simplement de comment utiliser le citron. Oui, le foie, c'est le plus volumineux des organes de notre organisme qui joue
beaucoup de fonctions, notamment le fait de réguler la glycémie dans l'organisme et puis qui sécrète la bile pour la transformation de nos aliments. Alors, le foie a un rôle capital et on doit le protéger. Alors, pour le protéger, souvent, comme c'est un organe qui fait beaucoup de fonctions, qui tourne, c'est comme un moteur qui tourne permanemment, il faut l'entretenir, il faut lui faire la révision, si on peut l'appeler ainsi. Et au niveau de l'organisme, on appelle ça l'épuration, bien le fait d'épurer, de désintoxiquer en quelque sorte le foie. Et le citron a cette vertu de désintoxiquer le foie. Et comment prendre le citron pendant un certain nombre de jours, 16, 21 jours, à partir de 18 ans, pour enlever des toxines, des ordures du foie et garder sa santé. Merci. La recette se trouve à la page 2 de Santé Éducation, un tout petit article qu'on lira, puisqu'il est écrit en français facile. Il en est autant pour un autre article qui porte sur les feuilles de papayer. Vous nous avez recommandé de manger la papaye, la pulpe, les graines et la peau. Maintenant, vous nous intéressez également aux feuilles de papayer. Tout à fait. Vous savez, c'est un arbre très riche. C'est un cadeau de la nature et qui nous permet d'avoir la santé. Les fruits, les fleurs, les feuilles, les racines même servent pour quelque chose au niveau de la santé. Donc, vous savez, ceux qui ont essayé un certain nombre de méthodes pour perdre du poids, par exemple, c'est qu'avoir le poids santé, c'est bon. Être en surpoids, bien en obésité, c'est pas très bon, c'est pas de bons facteurs de santé. Donc, ceux qui ont essayé un certain nombre de méthodes qui n'ont pas marché, nous leur recommandons de prendre cette piste, les feuilles de papayer, comment faire leur infusion pour brûler de la graisse. C'est ce que nous recommandons dans cet article. Mais déjà, on peut savoir que les feuilles de papayer contiennent une enzyme connue pour stimuler le système digestif. Et faire une infusion de feuilles de papayer aide en effet l'organisme à métaboliser les nutriments et les glucides. Cette infusion favorise l'élimination des toxines, réduit les gaz et les brûlures d'estomac et également pour soulager les troubles intestinaux. En boire régulièrement permet de réduire rapidement notre tour de taille. Cet article devrait intéresser une amie. Elle est née vendredi, je n'en dis pas plus. Depuis cette semaine, elle a des problèmes gastriques. Peut-être qu'elle pourrait prendre l'infusion des feuilles de papayer. Madame, vous nous écoutez sûrement, n'est-ce pas? Eh bien, quant à nous, nous passons à un autre article. Alors, de cette auditrice, nous passons maintenant au FAB, à la page 5. Gadiel, vous écrivez « Ces habitudes à prendre pour avoir des seins en bonne santé ». Et les seins, écrivez-vous, ne sont pas uniquement une source d'alimentation pour les bébés d'âge, à l'âge de la reproduction pour la femme, mais les seins sont également, je dirais, aussi et surtout, un important composant sexuel d'attirance et de plaisir. Alors, quelles sont ces habitudes-là qui contribuent à garder les seins en bonne forme et en bonne santé, aussi bien pour les enfants que pour le papa? Vous savez, cet article, je vais demander aux femmes de le lire posément parce que ce sont des révélations. Je vois déjà comment Abba Jizaka et Sylvestre prêtent beaucoup attention à cet article. Oui, parce que vous venez de donner l'introduction, le chapeau. Les seins, c'est important pour la femme et le rôle que ça joue. Et pour l'alimentation de l'enfant. Important pour la femme et autour de la femme. Et pour l'homme. Les femmes peuvent faire la maternité et garder la fermeté de leur sein. Souvent, c'est parce qu'on ignore un certain nombre de pratiques que les seins deviennent ce qu'ils deviennent lorsque on voit la poitrine d'un certain nombre de femmes qui ont fait la maternité. Donc, il y a un certain nombre de méthodologies, un certain nombre de pratiques. C'est ce que nous proposons dans cet article. J'invite les femmes à lire posément cet article-là. Merci. On va finir dans la bonne humeur avec les toilettes intimes. Aussi bien les femmes que les hommes sont servis. Gadiel, vous écrivez à la page 2 que l'excès de toilettes intimes, vous écrivez excès de toilettes intimes, attention aux infections. Oui, on revient toujours sur ce conseil. C'est un conseil qui doit circuler en boucle
pour que les femmes comprennent que les toilettes intimes, ce n'est pas une séance pour décrasser le vagin. Non, c'est juste un acte assez simple à poser. Donc, quand on fait un certain nombre de genres de toilettes, cela conduit à des infections. C'est ce pourquoi un certain nombre de femmes ont beaucoup de problèmes au niveau de leur sexe parce que les toilettes qu'elles opèrent au niveau du vagin ne sont pas recommandées. Donc, souvent, nous demandons aux femmes d'aller voir les gynécologues ou bien les sages-femmes qui puissent leur donner des conseils par rapport à la toilette intime. Merci pour la toilette intime. Je vous recommande encore l'émission de santé sexuelle et reproductive Amina Mognon qui passe sur Canal FM tous les jeudis à 16h. Vous suivrez peut-être que Gauthier et son invité, Maman Eusebio, pourraient revenir sur ce problème de santé intime. Jusqu'à quel niveau faut-il la faire? Mais la santé intime, c'est pas seulement pour les femmes. Il y a un confrère, un journal qui écrit que la santé, la toilette intime, c'est important pour les hommes aussi. Sylvestre Béni, il semble que vous les hommes, c'est pas toujours le cas. Oui, c'est important. Vous savez, et tout homme doit quand même essayer donc de protéger ses parties intimes. Hein. On doit quand même prendre soin de nos parties intimes. Mais moi, je voulais quand même poser une question à Gadiel parce que il y a beaucoup de sages-femmes qui déconseillent même les toilettes intimes pour les femmes. Qu'en est-il réellement? Parce que vous venez de dire que on doit quand même modérer cela, alors que certains déconseillent formellement les toilettes intimes. Oui, vous savez, c'est ce pourquoi on demande d'ailleurs que les femmes aillent voir ces spécialistes pour leur donner des conseils. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qu'on qualifie de produits pour faire des toilettes intimes. Et puis bon, au niveau des familles, on n'éduque pas vraiment la jeune fille sur les toilettes intimes. Quand elle va au niveau de la toilette, elle se nettoie avec du savon, avec de l'éponge. Donc, ce sont des actes qui agressent la flore vaginale et qui cause des infections. Donc, le mieux, c'est de toucher un spécialiste pour prendre des conseils. Et puis, éduquons à bas âge nos filles par rapport aux toilettes intimes. Merci. J'ai retrouvé, c'est le confrère Fraternité qui écrit à la page 2 que l'hygiène intime, c'est aussi pour les hommes. Abbas, oui. L'hygiène intime, c'est pas seulement pour les femmes, mais également pour les hommes aussi. Effectivement, si on veut faire la propriété, c'est pour tout le monde. La propriété ne doit pas s'arrêter à un seul côté. Et puis, selon le journal, ce que j'ai appris par rapport à ce que le journal a écrit, c'est qu'il y a des hommes qui ont les pénis qu'on n'a pas coupés. Et il y a des hommes qui n'ont pas été circoncis. Voilà, qui n'ont pas été circoncis. Donc, et à chaque fois, il faudrait que si la personne fait sa toilette, il faudrait soulever la peau qui est restée là, sans être circoncis, et laver ça bien correctement et replacer avant. À chaque moment, il faudrait qu'il fasse ça comme ça se passe au niveau aussi des femmes pour que ça ne puisse pas lui causer des problèmes de santé. Donc, c'est par rapport à ça. Et puis, par rapport aux hommes, au moins au niveau de son appareil, vous pouvez faire toute une toilette pour éviter que la santé aussi ne se dégrade. Merci Gadiel. Pour parler en français facile pour les hommes, ce que nous appelons hygiène intime, ça veut dire que les hommes devraient se laver au moins, au grand minimum, une fois par jour et ne pas porter le même slip plusieurs jours. C'est ça, non, Gadiel? Oui, voilà. C'est tout cela. Est-ce que vous voyez? Parce que l'hygiène intime chez les hommes touche beaucoup les testicules, le dessous des testicules, le pénis et la toison qui tourne autour, et puis les sous-vêtements. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout cet ensemble-là qui donne une bonne hygiène au niveau de l'homme. Et souvent, comme vous venez de le dire, souvent, beaucoup de gens ne sont pas champions au niveau de la toilette intime. Et nous invitons les hommes à se prendre en charge. Ce n'est pas seulement la femme qui doit être propre, l'homme aussi doit être propre pour sa femme. Ce n'est pas bien si... Il y a des gens dont les toisons peuvent abriter même jusqu'à des reptiles. C'est pas bon. Merci pour la bonne humeur. Maintenant, nous ouvrons la page sociopolitique avec ce que nous nous permettons d'intituler le feuilleton. Rabia, ça a commencé comme une plaisanterie et puis au fil des jours,
par la ténacité, la fermeté, la détermination de l'homme et les commentaires qui circulent autour, Sylvestre Béni, on peut parler aujourd'hui, sans se tromper, d'un phénomène Nicodème Rabia. Oui, on peut parler donc de l'affaire Rabia, parce que, vous savez, au début, il y a beaucoup qui considéraient cela comme une forme d'amusement. Et Rabia veut encore blaguer la cité avec cette forme de contestation que beaucoup découvrent aujourd'hui. Il est vrai, bien avant lui, il y a un autre leader qui l'a fait qui a fait quelques jours, mais lui, il est allé jusqu'à 14 jours. Franchement, il faut avoir le courage de le faire. Et maintenant, le feuilleton, c'est lors de son évacuation, parce que après 14 jours, le monsieur est devenu totalement affaibli. Et même hier, avant son évacuation, il a fallu qu'on puisse quand même le soutenir, avant même de rentrer dans l'ambulance et tout. Mais c'est la suite que nos gouvernants réservent à cette affaire-là qui, ma foi, est un peu déplorable, parce que lorsque nous écoutons le ministre de la Sécurité, je vais parler on va y venir, mais sur le monsieur lui-même, votre journal La Manchaîne reproduit une interview que vous qualifiez d'entretien exclusif, et avec ce titre-là, Canon diplomatique et option suprême, Nicodème Rabia qui dit lui-même, je le cite, un homme ne doit jamais avoir peur de la mort. Dans ces phrases-là, on sent une certaine détermination que Nicodème Rabia affiche. Oui, Rabia était très déterminé. Il est déterminé. Bon, il est déterminé, disons, parce que moi, je l'ai quand même interviewé. C'est un entretien exclusif avant son évacuation. L'homme était déterminé. Il a une conviction politique. Et il veut aller au bout, donc, du moins, de sa mission, en fait, parce qu'il luttait pour la libération des détenus politiques. Et vous verrez que hier, même en quittant donc l'ambassade du Ghana, il avait les larmes aux yeux, parce que il se dit qu'il n'est pas quand même arrivé au bout donc de ce qu'il veut faire. Et dans cet entretien avec nous, il disait quelque part qu'il veut aller loin, très loin. Et c'est là, il disait justement qu'un chasseur ne doit jamais avoir peur des animaux sauvages. Donc, Rabia est déterminé, et même ce matin, selon sa cellule de communication, il poursuit même sa grève de la faim. Il poursuit la grève de la faim, bien qu'il est admis dans une clinique de la place. Donc, il poursuit sa grève de la faim. Je crois que c'est une conviction qu'il a partagée, et là, c'est diversement apprécié. Je crois que nous allons revenir là-dessus. Nous y sommes d'ailleurs. Voilà. Eh bien, disons, au début, certains pensaient que Rabia faisait une plaisanterie pour amuser la galerie quand il avait commencé devant l'ambassade des USA avant de se transférer lui-même devant la représentation diplomatique du Ghana. Et puis au fil du temps, il y a cette détermination qu'il répète dans vos colonnes, mais il n'empêche quand même que certaines personnes et jusqu'à haut placés qui parlent de comédie, vous rappelez certains propos du ministre Gilbert Bavara ou bien du général Yark à son endroit. À ce niveau, il y a le confrère Fraternité qui s'y intéresse aussi avec ce titre, Grève de la faim, la comédie de Rabia, victime d'une comédie d'État. Abbas Issaka, vous rappelez que vous voyez comment les mots continuent à voler, soit bas ou bien soit haut, sur ce phénomène Rabia. Ouais, très souvent, il faut faire attention quand vous êtes face à une situation sociale. Surtout que nous sommes dans une situation de crise. Quand on veut prendre des positions, il faut les prendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé. Entre-temps, lorsqu'il avait commencé ces 2 jours de grève de la faim au niveau de l'ambassade des États-Unis, tout le monde le prenait même pour un comédien, parce que c'était une blague qu'il faisait. Et il s'est déplacé pour venir au niveau de l'ambassade du Ghana. Et on a dit que pourquoi il a quitté l'ambassade des États-Unis, là où tout le monde pouvait le voir, alors qu'au niveau de l'ambassade du Ghana, c'est un coin très caché où c'est peut-être difficilement accessible. C'est pas peut-être un coin difficile d'accès et pas très ouvert à la grande circulation. Et là, elle a déclenché, il dit grève de faim illimitée. Ce qui veut dire qu'il va se priver de nourriture pendant, s'il n'est pas satisfait, ça serait pendant toute sa vie, puisqu'il a dit illimité. Donc tout le monde, il y a des gens qui ont commencé par aller le rendre visite,
Il y a des prêtres et des pasteurs qui sont allés même faire des prières avec lui. Même il y avait le ministre Bahora qui a dit qu'il trouve ridicule que des hommes de Dieu aillent aux côtés de lui pour le soutenir. Bon, nous sommes dit que par rapport à ces genres de situations, il faut savoir raison garder. Vous devez savoir comment placer les mots. Parce que c'est quelqu'un qui pose un acte, il a posé, il a demandé des revendications pour la libération. On sait qu'on ne peut pas faire la pression sur la justice. Du moment où on ne peut pas faire la pression sur la justice, qu'on peut laisser la justice faire son travail. Si ce n'est pas que nous sommes dans des pays africains, en Europe, ce sont des actes qui font travailler même les dirigeants. Ici, ça ne dit rien aux gens. Et moi, je me dis même que ceux-là qui allaient le soutenir pour dire de continuer, parce que tel n'a pas fait chose, je leur dis, mais il faudrait aussi qu'ils l'accompagnent aussi dans la grève de la faim. Donc chacun a sa façon d'accompagner ou de soutenir Habia. Il y a au moins 2 qui sont allés le soutenir et ils l'ont accompagné pour 2 jours de grève et de faim et qui ont continué. Mais c'est les propos un peu déplacés qui n'ont pas bien tenu parce que le gars a tenu. Il tient jusqu'à ce jour. Même sur les lits d'hôpital, on nous a annoncé qu'il continue sa grève de faim jusqu'à ce que même si on arrivait à l'envoyer à l'évacuer au niveau de Ghana, il va poursuivre sa grève de faim. Mais ça c'est sa façon à lui. Il est dans une coalition, dans un groupement de partis. Les autres n'ont pas voulu faire ça. Lui, il a pris une position personnelle pour revendiquer une action. Peut-être qu'il veut aussi se faire connaître comme ça parce que son parti, vous voyez au sein de la C14 et les gens disent que c'est un micro-parti. Au moins il faut faire une campagne de toute façon depuis 2 semaines tout le monde ne parle que de Habia et le cas Habia commence à dépasser le plan national et vire même au diplomatique. Depuis 3 jours il y a cette polémique là. Ça a commencé avec les propos de Jean-Pierre Fabre sur les antennes de radio qui déclarait que le gouvernement ghanéen a envoyé un avion pour évacuer Habia Nicodème et que le gouvernement togolais s'y a opposé. Et effectivement hier, à la suite de Jean-Pierre Fabre, c'est le général Yark qui a rebondi sur les antennes de la même radio pour donner les raisons pourquoi le gouvernement n'a pas accédé à cette action du gouvernement ghanéen. Et aujourd'hui, le confrère Tingo revient là-dessus et écrit atterrissage d'un avion ghanéen au Togo. Le général Yark a raison. Le Togo n'est pas une colonie du Ghana. Ça, c'est les propos diplomatiques. Mais le même confrère Tingo se demande si nous ne risquons pas d'aller vers un incident diplomatique entre le Togo et le Ghana sur cette affaire Habia. Sylvestre. Oui, effectivement. Moi, je crois que d'ailleurs les propos du ministre et du général Yark doivent être, on doit quand même déplorer cela, parce que vous savez, lorsque vous êtes ministre de la République, vous devez avoir de la compassion pour vos compatriotes. Et le ministre de la Sécurité a encore le portefeuille de la protection civile, de la protection des Togolais. Et un Togolais, un compatriote togolais qui est entre la vie et la mort, un ministre de la République qui déclare qu'il fait de la comédie, moi, hier, je suis tombé des nues parce que je me demande comment est-ce qu'on peut tenir ce genre de discours dans une république. Le ministre de la Sécurité est le ministre de la République togolaise et non le ministre d'un peu comme parti politique. Donc, il faudrait que les gens savent utiliser des mots lorsque les Togolais sont en souffrance. Maintenant, lorsqu'il parle de comédie, moi je dirais plutôt que la comédie, c'est plutôt au niveau donc de l'État togolais. Parce que le ministre disait hier que il a reconnu que l'avion a bel et bien atterri. Maintenant, il dit que vous ne savez pas quelle est la mission de cet avion, qu'il y avait des militaires à son bord. Lorsque vous ignorez la mission de cet avion, normalement, un État responsable ne doit même pas permettre à ce que l'appareil là pose ou l'appareil là donc atterrit sur le territoire togolais. Normalement, parce que vous ignorez la mission d'un appareil militaire, vous ne devez même pas permettre à ce que l'appareil là atterrisse. Maintenant, vous avez laissé la personne du moins
le personnel de cet appareil atterrit sur le tarmac de l'aéroport Gnassingbé Eyadema et maintenant vous refusez à ce que on évacue la personne. C'est ça la vraie comédie qu'on doit qualifier. Maintenant, lorsqu'on dit que le Togo n'est pas une colonie du Ghana, moi je me dis, chez nous on dit souvent si en français, oui, il faut être reconnaissant lorsque quelqu'un pose un acte. Il faut être reconnaissant envers cet acte positif qu'on pose envers vous. Vous devez vous rappeler que ici, ce sont les sapeurs-pompiers ghanéens qui nous ont aidés à éteindre les feux au grand marché de Lomé. Vous devez également vous rappeler que ce sont les compatriotes ghanéens qui nourrissent les populations togolaises à Tchèpori actuellement. Vous devez également vous rappeler que c'est les Ghanéens qui sont dans la mission de facilitation qui aident le Togo à sortir de cette crise. Et maintenant, c'est vrai, le Togo n'est pas une colonie du Ghana, mais c'est le Ghana qui nous aide dans beaucoup de choses. Il faudrait quand même qu'on reconnaisse au moins cela aux Ghanéens. Donc, on peut dire que le Togo aussi, à part le passé, ou peut-être maintenant, en train d'aider le Ghana dans certains domaines. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que lorsqu'on est ministre de la République, il faut tourner cette fois sa langue avant de parler. Donc, à chaque fois, je me dis, lorsque le ministre et le général Yad doit toujours se prononcer sur un sujet politique, il essaie toujours de blesser la République. Souvenez-vous de cette déclaration le 18 août 2017. À chaque fois qu'il doit toujours intervenir sur un sujet d'actualité politique, il fait tout possible pour blesser la République. Il faudrait à un moment donné qu'on arrête. Il faudrait à un moment donné qu'on puisse le décourager dans ce genre d'action. Donc, aujourd'hui, ça arrive donc à un compatriote. Il est ministre, je le dis, ministre de la protection civile. Et un Togolais qui est entre la vie et la mort, un ministre de la République togolaise se permet de dire 2 fois de suite qu'il fait de la comédie. Vraiment, moi je tombe des nues. Merci, mais c'est un constat que c'est pas seulement le ministre Yark qui trouve que Habia fait de la comédie. Je viens d'enregistrer des réactions des auditeurs qui nous disent que Habia est un vrai comédien. À chacun son appréciation. Mais revenons au débordement éventuellement diplomatique de cette affaire-là. Je rappelle ce que Tingo écrit, à savoir si cette affaire-là peut conduire à une certaine brouille diplomatique entre le Togo et le Ghana. Liberté aussi s'en inquiète. Liberté qui écrit vers un gel des relations diplomatiques entre le Togo et le Ghana. Point d'interrogation. Beaucoup de choses se disent et s'écrivent. Mais revenons au cas Habia avec ce que nous écrit le confrère Triangle des Enjeux qui écrit que les députés de l'opposition apportent leur soutien à Nicodème Habia. Justement, à Abbas Isaka, hier on a vu ces images qui continuent à circuler. Aussitôt après l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition sont transportés dans leur tenue d'apparat auprès de Habia Nicodème. Je rappelle, c'est un ancien député. Et on a vu hier ces députés membres de l'opposition aller apporter leur soutien à Habia Nicodème. Oui, c'est normal, c'est pas solidarité. Et puis c'est un ancien député aussi. On peut dire qu'un ancien député est toujours député du moment où il est. Et puis ce sont ses collègues de l'opposition qui sont allés lui apporter leur soutien. Et ce faisant, je pense que c'est peut-être eux-mêmes qui l'ont convaincu d'accepter d'être évacué parce que Habia Nicodème ne voulait même pas quitter l'ambassade. Je crois qu'il avait décidé même de finir sa vie là-bas s'il n'y avait personne pour le convaincre. Et je suis sûr et certain que ce serait... Bon, disons qu'il dit qu'il est prêt à observer sa grève de la faim jusqu'à satisfaction de ses revendications ou bien dans le cas ultime, il pourrait... C'est ce que je 3 points de suspension. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire pour que le gars voulait se sacrifier. C'est tout comme il y a ce jeune homme-là en Tunisie qui s'est immolé par le feu et ça a entraîné des soulèvements au niveau de Tunis là-bas. Donc aujourd'hui, lui voulait se sacrifier pour la libération de certains détenus. Et le problème, c'est que ses collègues députés sont allés le voir pour dire, vu son état de santé, il faudrait accepter la mission d'évacuation qu'il lui a proposée, surtout au niveau du Ghana, par rapport à ce qui s'était passé avant, où on avait envoyé l'avion pour le prendre et que l'avion n'a pas pu le ramener. Du moment où il y avait aussi l'ambulance
de la clinique qui était passé entre-temps, le chercher. Il a refusé que lui ne va pas quitter les lieux. Nous en parlions hier. Ouais. Et hier, avec l'arrivée de ses collègues députés, je pense qu'il a pu entendre raison et on l'a évacué. Mais en l'évacuant, il y avait des problèmes. Mais par rapport à l'atterrissage de l'avion, je ne sais pas si les deux autorités aéroportières se sont entendues ou il y avait des contacts au niveau des autorités aéroportières du Ghana et celles du Togo pour qu'un avion atterrisse sur le tarmac de l'aéroport. Ou soit comme c'est un avion militaire, est-ce qu'il y a eu des contacts au niveau de la hiérarchie militaire entre les deux pays avant qu'on autorise l'avion militaire ghanéen à quitter pour venir atterrir? Parce que très souvent on parle de la violation du territoire aérien d'un pays lorsque ce pays est traversé par un avion dont le pays n'est pas d'accord pour que ce pays-là traverse et survole son territoire. Aujourd'hui, le problème là se pose. Pourquoi on a laissé cet avion militaire quitter le Ghana, traverser le territoire aérien, survoler le territoire aérien du Togo, jusqu'à venir atterrir sur l'aéroport du Togo et qu'on commence par faire des problèmes? Donc il faudrait voir toute cette situation avant de parler de ce qu'on appelle incident diplomatique. Parce que le ministre a dit, il a appelé, lorsque le ministre de la Sécurité, le général, a appelé son collègue du Ghana. Non, le Yark disait que c'est le ministre, enfin un ministre ghanéen qui les a contactés, mais ils n'ont pas encore signifié leur réponse formelle quand l'avion militaire a atterri chez nous. Qu'ils vont leur revenir quand l'avion militaire a atterri. Donc il y a un petit problème de communication à ce niveau et ça a entraîné ce genre de déclarations. Ça va être bruit diplomatique, je ne pense pas, parce que les gens sont engagés. Merci. Nous allons laisser les soins aux autorités à qui de droit de régler. Mais il y a beaucoup de confrères, enfin de personnes qui nous écoutent qui disent regretter que nous-mêmes la presse tombe dans le piège de Hapia Nicodème, qui non seulement est un comédien mais un amuseur public, bref un Django, et que ce qu'on dit que ses fonctions vitales seraient en jeu ne serait également que pour amuser la galerie. Tout un flot de choses qui se disent, qui se pensent. Mais nous parlions tantôt de cette tentative d'évacuation qui n'a pas prospéré. Et puis hier, il y a une deuxième tentative d'évacuation, c'est Liberté qui nous en parle à page 3. Deuxième tentative d'évacuation sanitaire de Nicodème Habia, empêché. L'ambulance transportant le leader politique a été bloquée à la frontière d'Aflao. Alors je ne sais pas qui a pris l'initiative de l'évacuer hier. Je ne sais pas si vous avez une information, vous, Abbas, ou bien Sylvestre. Non, moi, l'information que j'ai eue, c'est que, en fait, les autorités ghanéennes étaient là, peut-être à midi, de l'autre côté, attendant son transfèrement pour le prendre de l'autre côté et partir. Et selon ce que j'ai eu, c'est que le ministre avait entre-temps, notre ministre, le ministre de la Sécurité, avait donné quand même son OK à ce qu'on puisse quand même partir. Mais arrivé donc au niveau de la frontière, on leur demandait donc le papier pour faire le transfèrement, pour quitter le territoire. Or, il s'est fait que l'équipage n'a pas quand même le fameux papier, ce qui a fait qu'ils sont encore revenus dans une clinique de la place et que c'est ce matin qu'ils vont remplir les formalités pour son évacuation. Donc voilà ce que nous avons. On n'a pas quand même grand chose là-dessus, mais sauf que Habia, les autorités ghanéennes tenaient toujours à ce qu'ils viennent de l'autre côté pour être soignés de l'autre côté. Mais bon, le transfèrement n'a pas été fait hier, donc voilà. Merci. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se disent à ce niveau. Et ce matin, nous avons approché l'entourage de Hapia Nicodème, qui ont confirmé que hier, l'ambulance a été effectivement bloquée à la frontière de Kodouakopé. L'ambulance est retournée dans la clinique Biassa. Mais l'entourage de Hapia nous a dit que le président du Parti démocrate a refusé qu'on lui fasse des soins à la clinique Biassa et qu'il aurait même quitté la clinique Biassa pour se retrouver quelque part en lieu sûr à Lomé où il continuerait encore la grève de la faim, mais que les contacts sont en cours avec le gouvernement togolais pour éventuellement
son évacuation sur Accra. Voilà le point que nous pouvons vous faire sur ce sujet, à moins que l'un ou l'autre ait encore un détail pour nous. Non. Merci beaucoup. Eh bien, nous ouvrons maintenant la page de l'Assemblée nationale qui a clôturé hier sa session extraordinaire. Non, qui a clôturé la session extraordinaire et aussitôt ouvert une session ordinaire. Abba Sissaka, vous en parlez dans votre journal Le Mania Libéré. Oui, nous en avons parlé. C'était une session exceptionnelle et particulière, puisque en principe, cette session, très souvent, les dernières sessions concernent le titre du budget qui va conduire au vote de la loi de finances. Et c'est ce qui a été ouvert. Mais par rapport à la situation que nous traversons, le président de l'Assemblée nationale a fait toutes les descriptions. Il a parlé parce qu'il fallait, après ce qui a été recommandé au niveau de la feuille de route, faire de telle sorte qu'il y ait les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et suivant le chronogramme de la feuille de route, c'est que, en principe, juste d'ici le 30 novembre, il faudrait que toutes les réformes qu'on est en train de demander puissent être faites. Et l'Assemblée nationale a introduit ce sujet dans son agenda. Ce qui veut dire que dans les prochains... En principe, il y a aussi le problème de l'élection, de la désignation d'un nouveau membre de la CENI, de la recomposition d'un nouveau membre de la CENI, qui devait reprendre leur place, surtout au niveau de la C14. Ça devait en principe être fait hier, mais ça n'a pas pu être fait parce que le président de l'Assemblée nationale a dit l'Assemblée nationale a reçu sur sa table tardivement les noms de la C14, la composition de la C14, et qu'il leur faut un peu de temps pour faire cette étude avant de venir pour faire la désignation au niveau de l'Assemblée nationale, comme ça se fait selon le code électoral et selon la loi organique de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont ces choses-là qui ont fait que cette session, qui devait être en principe normale, est devenue particulière parce qu'il y aura un agenda très chargé pour l'Assemblée nationale et faire de telle sorte évacuer les points prioritaires qui sont les réformes et la désignation des membres de la CENI, puisqu'en principe ceux-là devaient prendre fonction depuis le 30 septembre, mais ça n'a pas été fait jusqu'à présent, compte tenu du fait que les noms ont été envoyés le dimanche, le 29 septembre. Non, c'est le 30 septembre. Le dimanche 30. Le dimanche 30 à 16h. À 16h. Donc il faudrait un temps pour ça, pour que l'Assemblée nationale puisse revoir cette question. Donc cette question, ils ont renvoyé ça à la deuxième réunion où les nouveaux membres pourront être désignés et aller prêter serment. Et l'autre question sur les réformes aussi a été renvoyée sur cette même réunion qui aura lieu prochainement. Merci. Eh bien, le Mania Libéré qui nous donne une idée de l'agenda de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale, à savoir l'examen du projet de budget exercice 2019, également le vote du projet de révision constitutionnelle et sans oublier cette affaire-là des nouveaux membres de la CENI, ces membres dont la coalition a envoyé le nom. Ils sont 8, les 8 noms qui sont envoyés au président de l'Assemblée nationale. Nous allons suivre ça pour savoir à quelle séance les députés vont se prononcer sur la désignation, et après leur désignation, maintenant, ils iront prêter serment à la Cour constitutionnelle avant d'intégrer leur travail à la CENI. Mais ce parcours risque d'être un peu fastidieux, pour ne pas dire d'obstacle. La coalition a envoyé 8 noms. 3 du parti ANC, 1 du parti ADI, un autre du parti K, et puis les partis extra-parlementaires, la CDPA et le PNP, et puis la société civile, je crois... APED Togo, qui est issu de Togo debout. Or, nous apprenons, et c'est vérifié, que il y a au moins un parti qui fait la résistance,
On annonce même 2. Il semblerait que le parti, le NET aussi, fait de la résistance et ne souhaiterait pas que son représentant quitte la CENI. Mais ce qui est le plus avéré, c'est l'UFC, qui a même envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour dire que l'UFC maintient et confirme son représentant à la CENI, à la personne de maître Jean-Claude Omao. Et à ce niveau, le confrère Fraternité écrit ce matin: recomposition de la CENI et résistance de Jean-Claude Omao, le dernier soupir de l'UFC. Et vous aussi, Sylvestre Béni, votre journal s'y intéresse. La manchette qui écrit: CENI, UFC, le rôle trouble de Dama Dramani. Sylvestre? Oui, je crois que le journal est sur le marché. Les gens pourront quand même avoir le journal et savoir en réalité ce qui s'est passé. Mais ce que nous pouvons dire autour de ce matin, c'est que vous savez, depuis la recomposition de la CENI décidée par le comité de suivi, il y a quand même certains partis, parce que le NET, ça a même parlé de fair play politique. Oui. Donc, c'est que le NET est quand même disposé à quitter la CENI, au but également de Agbeob Mekodjo, de l'ancien premier ministre Agbeob Mekodjo a également accepté de quitter la CENI. Mais c'est le parti donc de J.K. Olympio, l'UFC, qui se fait désirer. Et vous verrez que le 27 septembre dernier, ils ont quand même adressé un courrier au président de l'Assemblée où le parti dit maintenir leur représentant Jean-Claude Omao à la CENI au titre de l'opposition parlementaire. Mais ce que l'UFC ne dit pas, c'est que l'UFC a déjà rencontré le comité de suivi sur le même sujet. Je crois que le chef de file de l'opposition l'a annoncé sur une radio sœur la dernière fois, et une réponse claire et nette leur a été donnée en ce qui concerne le statut de l'UFC qui se réclame donc de l'opposition parlementaire. Maintenant, je crois qu'il revient à l'UFC seulement donc de quitter et pour qu'on puisse véritablement avancer, parce que la manière dont les gens procèdent derrière le rideau, c'est ce qui va encore retarder et du moins sur le processus, parce que derrière le rideau, l'UFC s'agite, l'UFC fait des stratégies, même des stratégies, ne serait-ce que pour maintenir Jean-Claude Omao et leur représentant à la CENI. Et tout ce qui va avec, c'est ce sur quoi nous avons quand même titré ce matin, et que je crois que les gens pourront savoir la réalité des choses à travers nos colonnes. Eh bien, si l'UFC maintient son représentant à la CENI, on va à Bassaka, quand l'Assemblée nationale va ouvrir une session sur le sujet, on verra bien, puisque les députés sont soit de UNI, ou bien de l'ANC, ou bien de l'opposition. On verra bien si les députés unis apporteraient leur voix au maintien du représentant de l'ANC et de l'UFC, ou bien si ce parti risque de recevoir un camouflet au moment des choix. Ouais, nous ne pouvons pas dire qu'il va recevoir un camouflet. C'est que le problème est là. Nous avons écrit quelque part que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, on parle du code électoral, du respect du code électoral, mais au niveau de la feuille de route, on dit que la recomposition de la CENI sera faite entre les deux protagonistes. Les protagonistes de la crise. Les deux protagonistes de la crise, si on s'en tient à ce que la feuille de route dit, c'est que l'Assemblée nationale doit faire et cause par rapport à ce qui se passe. Si c'est le code électoral qui doit être utilisé, bien c'est la feuille de route, puisque nous sommes en train de traverser une crise. Et dans tous les cas, quelque chose qu'on va dire, c'est que le code électoral même semble être mis en veilleuse. Et je pense que c'est ce qui a amené le président de l'Assemblée nationale à dire que cette question d'envoi des candidatures doit être étudiée d'abord avant parce que quand on prend actuellement l'Assemblée nationale, on peut dire que les partis qui sont actuellement là, il y a l'ANC, le CAR, l'ADI et l'UFC, qui sont élus normalement comme partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale depuis 2013. Mais maintenant, par rapport aux autres, vous avez vu qu'il y avait des problèmes qui s'étaient créés entre l'UFC
qui avait pondu une déclaration pour dire que pourquoi on veut prendre les FDR alors que les FDR n'ont pas été élus comme représentants au Parlement, que les FDR ont été élus sur la bannière de l'arc-en-ciel. Donc, ce problème-là s'est posé jusqu'à ce qu'il y ait des choses, et maintenant c'est devenu entre l'ANC et l'UFC, puisque l'ANC dit, l'ANC a déjà pris 3, et pour l'UFC, au moins l'ANC devait prendre les 2 et lui donner, en tant que parti de l'opposition parlementaire, un représentant. Je pense que c'est par rapport à ça que l'UFC dit que je maintiens. Mais la dernière décision revient à l'Assemblée nationale par rapport aux études qu'ils vont faire dans leur commission avant de venir à la plénière pour la désignation des membres. Voilà le point qu'on peut faire le sujet. Quand l'Assemblée nous donnera un nouvel élément, bien naturellement, le club de la presse ou tous les médias, nous y reviendrons. 93.5 Canal FM. Troisième et dernière partie de cette émission, toujours avec les 3 confrères autour de nous, et nous en venons maintenant au recensement électoral qui est à son 3e jour. Appréciation des confrères, notamment le Mania Libéré qui, vous rappelez, à Baïsaka, recensement électoral intégral, c'est déjà parti depuis 3 jours dans la zone numéro 1 jusqu'au 8 octobre 2018. Et vous rappelez de façon civique et citoyenne que pour voter pour son candidat, il faut disposer d'une carte d'électeur. L'autre dira que pour être candidat demain, il faudra également justifier de sa carte d'électeur aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'aller se faire inscrire. Le problème n'est pas là. Les gens sont allés s'inscrire. Seulement, c'est la technique qui ne répond pas. Lorsque vous allez dans les bureaux de vote, dans les centres de recensement, il y a des gens, mais la technique ne répond pas. Souvent, vous allez retrouver même des gens qui sont au niveau des salles de classe, et le problème qui se pose, c'est qu'on n'a qu'une seule machine pour enregistrer, alors que des fois, on envoie 3 ou 4 dans un centre, et sur les 3 ou 4, c'est seulement une seule machine qui travaille. Et hier, par exemple, au niveau d'Agoye, il y avait 7 machines à la CLC, dans les CRV à la CLC d'Agoye, mais sur les 7, il n'y avait que 4 qui fonctionnaient, alors que les gens attendaient pour se faire établir leur carte. Et très souvent, lorsque vous voyez dans d'autres centres, on vous dit les cartes sortent pour une CELI. Lorsque vous êtes dans une CELI, quand on vous sort une carte, elle donne le nom d'une autre CELI dans un autre coin. Ce qui veut dire que la technique n'a pas bien fait son travail. C'est-à-dire le problème se pose aujourd'hui sur la technique et non sur le manque, le fait que les gens ne sont pas allés se faire inscrire. Donc la technique n'ont pas bien positionné et travaillé. D'abord la disponibilité du matériel et leur fonctionnement adéquat. Ça, c'est à l'intérieur du pays, c'est pire, parce qu'il y a des fois où ça ne répond pas et on est obligé de faire déplacer, mais de refaire repartir les kits vers les CELI. Donc tout ceci là, c'est que aujourd'hui, ce qui fait le problème au niveau de ces recensements, c'est le problème technique qu'il faut revoir à temps. Sinon, la date qu'on a donnée pour dire le 8 octobre, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce jusqu'à la CENI aura les éléments d'appréciation d'ici le 8 octobre pour savoir si l'opération a bien démarré. Hier, c'est vers 17h que les techniciens au niveau d'Agoye sont venus corriger les 3 appareils qui restaient sur les 7 là. Donc, et ils ont fait ça, on leur a demandé de faire l'essai voir si ce matin ça peut aller. Donc, merci. L'opération est déjà à son 3e jour. Ce matin, je suis passé à l'école premier période de Sagbado. J'ai vu les gens alignés devant la salle de classe, les techniciens qui travaillaient. Je croyais m'inscrire, il y avait du monde.
j'ai choisi de venir faire d'abord le club de la presse et j'aviserai en conséquence. Le libéral également qui écrit après un premier jour timide, la mayonnaise commence à prendre. Le Messager, lui, écrit 3e jour de recensement électoral dans la zone numéro 1. En dépit de quelques difficultés mineures, le recensement se poursuit. Et le Messager continue que le NET, UNIR et l'UFC appellent les populations à aller se faire recenser. Et le Dialogue aussi écrit que malgré les appels au boycott de la coalition des 14, les Togolais répondent présents au recensement. Alors justement, cet appel de la coalition à boycotter les opérations, cela amène le confrère Tingo à écrit pourquoi ce jeu dangereux de l'opposition qui appelle la population à boycotter. La manchette, Sylvestre, vous y consacrez toute une page et vous écrivez mystification et amateurisme, recensement Kadangé, une comédie sous les tropiques tout simplement. Sylvestre. Oui, véritablement, c'est une comédie sur les tropiques parce que lorsque vous observez ce qui se passe aujourd'hui, je me demande pourquoi les gens se précipitent pour ce processus en étant sûrs et certains qu'ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, toutes les anomalies, tout ce dysfonctionnement que nous voyons sur le terrain attestent aujourd'hui que la CENI n'est pas prête pour engager le processus de recensement. D'abord, il y a la grogne des OPS que nous avons vu et même le vice-président de la CENI, M. Romao, qui a fait chanter les OPS en disant que si vous ne voulez pas faire le travail, même le gouvernement est prêt à prendre des robots. Vous voyez? Il a dit. Citation originale de M. Jean-Claude Romao, vice-président de la CENI. Il a bel et bien dit, mes chers frères, moi, M. Romao, vice-président de la CENI, la manière, si vous continuez comme ça, c'est ce qu'il a dit, si vous continuez comme ça, désormais, le gouvernement prendra des responsabilités, même s'il faut prendre des robots pour travailler. Le gouvernement ou bien la CENI? Je vous dis, le monsieur a dit, si vous continuez comme ça, l'État va prendre ses responsabilités. C'est ce que je le cite. L'État va prendre ses responsabilités, même s'il faut prendre des robots pour travailler. Ça, c'est un responsable politique qui menace la jeunesse togolaise désabusée. La jeunesse togolaise qui est dans un chômage endémique, qui leur dit, si vous ne voulez pas travailler, même nous sommes prêts à prendre des robots. Maintenant, ils n'ont pas encore pris des robots, mais c'est les hommes qui sont là-dessus, mais ces hommes n'arrivent même pas à faire le travail. Et figurez-vous, oui, Sylvestre, tout à l'heure, Abbas soulevait un cas très important. Et même dans cette zone, il y a même des chefs traditionnels qui ont arrêté le processus parce que vous ne pouvez pas être, donnons tout juste peut-être, prenons le cas de Canal FM. Vous êtes enroulé à Canal FM, au lieu que sur la carte on met Canal FM, peut-être on mettra Radio Kara. Si vous êtes à Pyramide FM, vous enregistrez à Pyramide FM, on mettra peut-être Delta Santé. Et là, certains chefs, ils se disent que si ça continue comme ça, peut-être le jour du vote, quelqu'un qui est peut-être, je dis, à l'Hérédité par exemple, viendra voter peut-être à Lomé. Voilà, donc, si ça doit continuer comme ça, il vaut mieux qu'on arrête et qu'on vienne réparer les kits avant donc de continuer le processus. Ça veut dire tout simplement que les gens ne sont pas prêts. Merci. Mais il veut quand même. Le confrère Fraternité aussi s'intéresse à cette opération et écrit agents mal formés, enrôlement à compte-gouttes, d'immenses ratés techniques, des citoyens refoulés, des éléments d'un simulacre de recensement électoral. Et nous terminons avec le triangle des enjeux qui écrit lui recensement électoral, des anomalies, des fraudes en perspective, des élections bâclées. Alors voilà comment l'opération se déroule au 3e jour dans la zone 1, dans la zone numéro 1. D'aucuns pourraient dire que le début de toute opération connaît quelques ratés, mais si on a cette difficulté-là, au point que le recensement n'aurait même pas encore commencé dans un certain centre, est-ce qu'il est possible d'envisager une rallonge, même si on se rappelle que le ministre Bawara disait qu'il n'y aura pas de session de rattrapage, mais les jours qu'on a perdus là, comment est-ce qu'on pourra les rattraper afin que les citoyens qui le désirent puissent se faire recenser?
Ouais, on se rend compte qu'au fil des jours, ça s'améliore un peu. Parce que le dimanche, le premier jour du recensement, le lundi, c'était zéro. Il n'y avait rien pratiquement qui a été fait. Parce que moi, j'ai vu au niveau d'un centre de recensement, il y avait même une délégation des forces armées qui était arrivée. Disons un détachement de la fosse ou bien pas de la fosse. Ils sont venus également pour se faire recenser. Ah, ok. C'était pour se faire recenser, mais comme rien ne marchait, ils étaient obligés de repartir. De même, il y avait foule. Parce que quand on dit qu'on a lancé le boycott, je ne pense pas que le boycott a été suivi comme on le dit. Ce n'est pas au niveau du boycott que ça se passe. Les gens sont sortis pour se faire recenser, mais c'est les kits qui ne travaillent pas. Donc on peut dire que c'est les problèmes techniques qui ajoutent de l'eau au moulin de l'appel au boycott. C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train d'interpeller ici la CENI, les techniciens de la CENI. Je crois que savoir qu'ils n'ont même pas recruté assez de choses. Et le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois, c'est les étrangers qui font les conditionnements. Les états, c'est eux qui montent, c'est eux qui mettent les techniciens. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de transfert de technologie au niveau de cela. Ça fait près de 10 ans, plus de 10 ans, qu'on a commencé cette histoire d'élection avec les cartes numériques. La carte biométrique. La carte biométrique, depuis 2007, on l'a essayé jusqu'à ce jour. Mais en principe, on ne devait pas rencontrer ces problèmes-là que nous sommes en train de rencontrer. Mais cette fois-ci, j'espère qu'ils vont prendre leurs choses en main. Vous avez vu que en 2013, pour la révision, sans révision des listes électorales, les premiers jours aussi avaient eu des problèmes. Mais lorsque ils sont allés dans la zone 2, au niveau de la zone 2, ça a bien fonctionné. Et on a dû, après, si je ne me trompe, ramener aussi certains appareils vers la zone 1 et continuer. Et cette fois-ci, ce n'est plus la révision des listes électorales, c'est le recensement intégral. Ce qui veut dire que ça devait prendre beaucoup plus de temps. Et avec le retard que nous sommes en train d'accuser, peut-être que le ministre, c'était des mots politiques qu'il a dit, ça dépend de ceux qui sont sur le terrain. On dit souvent que c'est le terrain qui guide l'action. Donc sur le terrain, les gens sont arrivés, ils ont constaté que le nombre qui devait recenser n'a pas été fait dans cette zone, ce qui veut dire qu'ils vont, au niveau de la CENI, comprendre que ce qu'on a voulu faire dans cette zone n'a pas pu l'atteindre. Le nombre, il y a encore des gens qui veulent se faire recenser, des gens en âge de voter qui sont là pour se faire recenser, avoir leur carte. Ils vont peut-être prolonger ça parce que pour la révision des listes électorales en 2015, je pense qu'ils ont fait 15 jours. 15 jours, là. Donc cette fois-ci, on met 8 jours. Donc on veut comprimer. Ça ne va pas tenir. J'ai entendu même certains présidents des CRV qui disent que le temps est trop court et puis les machines ont des problèmes pour évoluer. Il y aura des problèmes pour finir dans cette zone. Bon, on attend actuellement ce que la CENI va décider. Si la CENI va comprendre que ce que nous avons pu faire au niveau de la zone 1, ça suffit, alors que tout le monde n'a pas pu se faire enrôler, ils vont prendre acte. Et avant d'aller dans la zone 2, ou si on va prolonger, ou aller dans la zone 2 avant de revenir. Parce que maintenant, les machines sont, au fil des jours, au moins ça commence par un peu s'améliorer. Voilà, nous suivons cette opération au jour le jour et on verra le point que nous fera la CENI quand on s'approchera de la fin de l'opération dans la zone numéro 1. Nous sommes mercredi, dans quelques heures, dans 2 jours, le vendredi 5 octobre, qui rappelle un certain anniversaire. Ça risque d'être un peu chaud sur certaines artères de la ville de Lomé. Ça se murmurait et c'est depuis officiel hier. Le Front citoyen Togo Debout a rencontré la presse hier pour dire que dans le cadre de leur mission de veille et d'alerte, le Front citoyen Togo Debout, en collaboration avec d'autres organisations et mouvements de la société civile, appelle à une marche ici à Lomé le vendredi 5 octobre à partir de 8h, une marche pacifique pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques.
Le communiqué continue avec l'appel à toutes les couches sociales et également l'itinéraire qui est défini apparemment de commun accord entre le Front Citoyen Togo Debout et le gouvernement. Ça, c'est à Lomé. Un autre journal, et ça, c'est Le Messager, qui écrit, lui, à la page 4, militaires assassinés à Sokoré. Dans le cadre des manifestations, plusieurs organisations de la société civile qui dénoncent le mutisme du gouvernement et prévoient des actions devant plusieurs ambassades. Le Messager cite ces organisations qui se demandent ce qu'on veut signifier par ce silence autour des militaires assassinés à Sokoré et autres, et n'est-ce pas là protéger les auteurs de ces actes et leurs commanditaires. Plus loin, pour ces organisateurs ou bien ces organisations, le silence du gouvernement donne raison à ceux qui doutent et qui pensent que c'est une histoire inventée de toutes pièces, cette affaire de militaires assassinés, pour dire que de ce que ces organisations risquent menacent de faire à Sokoré et de ce que le Front Citoyen veut faire ici vendredi, Sylvestre Béni, le débat risque encore de se transporter dans la rue. Oui, effectivement, si nous prenons le premier élément, vous savez, le gouvernement avait dit qu'il y a quand même 2 militaires qui ont été assassinés à Sokoré lors des moments forts donc de la crise. Je crois qu'il serait responsable qu'on puisse quand même communiquer plus là-dessus, mais le silence du gouvernement tel que ces OSC le disent, apporte de l'eau au moulin à ceux qui pensaient que c'est du canular, c'est un conte de fées. Donc il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse quand même rassurer et dire peut-être les réelles circonstances dans lesquelles ces militaires, si éventuellement il y a eu des militaires qui ont été assassinés, dire éventuellement dans quelles conditions ces militaires ont été assassinés. Et depuis là, les auteurs, on doit quand même aussi nous dire, et c'est un chose aussi ces auteurs-là, mais bon, depuis là, le gouvernement observe un mutisme qui ma foi présage des doutes sur le fait que des militaires aient été exécutés donc à Sokoré. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième élément, le Front Citoyen Togo Debout, je crois que ce n'est pas quand même de commun accord qu'ils ont fixé l'itinéraire. Ils ont eu leur itinéraire, mais il semblerait que c'est le ministre de l'administration qui demande à ce qu'il change d'itinéraire. Que on peut pas quand même, parce que si vous voyez, non, le maire dit que compte tenu donc des observations du ministre, donc il faudrait quand même qu'il change d'itinéraire. Et là, on leur fixe des itinéraires. Et ils ne sont pas pour jusqu'à ce matin. Les membres du Front Citoyen Togo Debout ne sont pas pour les itinéraires que le gouvernement a fixés. Et je vous dis que... Puisque ils en ont pris acte dans le communiqué que le Front Citoyen Togo Debout fait circuler depuis hier. Si dans ce cas, parce que j'ai pas quand même si ils le disent, là d'accord, donc on verra ce que ça va donner. Donc il suffit seulement du moins à l'autorité d'encadrer la manifestation. Je crois que si la manifestation est bien encadrée, comme ils l'ont fait il y a quelques mois, il y a même des observateurs militaires qui sont avec les manifestants, qui sont à l'intérieur même de la foule. Je crois que s'ils encadrent bien la manifestation, je crois que tout va se passer comme si des roulettes. D'autant plus que le Front Citoyen Togo Debout a bel et bien précisé que c'est une manifestation pacifique. Donc, on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va se passer bien et qu'il n'y aura pas quand même de grabuge. Eh bien, Bachisaka, d'un côté, des défenseurs des droits de l'homme, autres associations, veulent manifester pour que toutes les personnes qui ont été arrêtées et continuent à être détenues dans le cadre des manifestations politiques, que ces personnes soient libérées. D'un autre, d'autres se font entendre pour que toute la lumière soit faite sur les militaires assassinés à Sokoré et autres atrocités qu'on a observées ces derniers temps. Ouais, vous savez, depuis le déclenchement de ce mouvement, avec les violences qu'on a un peu partout, et puis les morts et autres blessés, disparus, je crois savoir que le gouvernement avait ouvert une enquête. Et depuis là,
l'enquête, surtout par rapport aux morts qui ont eu lieu à Sokodé, on avait dit qu'il y aura les enquêtes qui sont ouvertes pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces militaires sont morts. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore les résultats de ces enquêtes. Moi, je me dis qu'on attend les résultats. Peut-être qu'un jour, on pourra nous les fournir, ces résultats, et on va satisfaire les revendications de ces organisations de la société civile qui disent au gouvernement qu'il y a le mutisme. Par rapport à ce qui devait se tenir le 5 octobre avec le Front Togo Debout, j'espère que, comme l'itinéraire a été accepté par le Front Togo Debout, le gouvernement ferait de telle sorte que l'encadrement soit fait, parce qu'en temps, il y a le ministre, un des ministres a dit qu'il y aura plus de 19 août, et moi j'ai dit qu'il peut y avoir de 5 octobre, si les choses sont bien encadrées. Le 5 octobre, si les gens de Front Togo Debout ont choisi le 5 octobre, ce n'est pas une date par hasard. C'est une date certainement pour eux de commémorer ce qui s'est passé le 5 octobre 90 et rappeler ce qui s'est passé en 90 qui a amené l'ouverture de la liberté démocratique au Togo. Donc, plus de 5 octobre, le 5 octobre, on a vu les violences qui se sont déroulées et comment aussi il y a eu des morts et autres. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faudrait que les marches soient bien encadrées. Comme il y a une entente sur les itinéraires, même si ces itinéraires ont été imposés, c'est que finalement tout le monde est tombé d'accord. Je pense que c'est quand il y a des violences, quand il y a interdiction ou bien changement d'itinéraire et que les uns ne respectent pas ce que le gouvernement donne, qui amène souvent à ce genre d'affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. J'espère que pour le 5 octobre, le vendredi prochain, tout va se dérouler dans la norme avec un bon encadrement des forces de sécurité et des forces de l'ordre. Merci. Pour finir, nous apprenons que une organisation de la société civile, les forces Vive Espérance pour le Togo, aussi ont sorti une déclaration pour prendre position sur ce qui se fait. Justement, c'est votre journal Sylvestre Béni, vous publiez le message des forces Vive Espérance pour le Togo. Juste une phrase, puisque le message est intégralement reproduit dans vos colonnes. Oui, effectivement. D'abord, ils se sont prononcés sur le processus actuel, la manière dont les choses se passent. Ils l'ont déploré. Ils ont également adressé des messages à l'endroit donc des responsables de la diplomatie européenne, africaine et autres, à l'endroit des responsables politiques. Donc, c'est une déclaration qui est un peu longue, mais qui est dans nos colonnes ce matin. Merci. Sûrement que la rédaction de Canal FM va travailler ce message-là. Vous pourrez en écouter le sens dans les journaux parlés en français et en minant en effet. Nous pourrions y revenir là-dessus dans notre émission de demain. Merci donc à vous, même si nous attendions un 4e voire un 5e confrère qui n'ont pas pu y arriver. Vous avez tenu la dragée haute, nous sommes arrivés à la fin. Juste ce traditionnel tour de table avec vos cartons du jour. Je rappelle que le carton porte sur des sujets et des personnes qui n'ont pas été débattues au cours de l'émission. Gadia Tchanyadi. Oui, le constat que moi j'ai fait, c'est un carton rouge. Hein. À qui? Je ne sais pas, disons à la municipalité de Lomé. Mais je ne sais pas si c'est à la préfecture. Par rapport au marché acier de Aditogomé. Quand il pleut, c'est terrible. Donc, il faut que le propriétaire de ce marché et les usagers prennent soin de ce marché parce qu'on va là pour se procurer de la nourriture. Ce n'est pas du tout agréable de voir un marché. D'autant plus ce sont des denrées alimentaires. Tout à fait. Les céréales, les tubercules, les fruits et légumes, les animaux. Et tout ça dans un environnement insalubre. C'est pas du tout. Nous pourrions plusieurs risques de maladie. Tout à fait. Merci, surtout en ce temps de pluie. Oui. Abba Chisaka? Ouais, je donne un carton vert déjà
aux experts de la CEDEAO qui sont déjà déployés sur le terrain pour suivre ce qui se passe par rapport aux anomalies dans l'opération de recensement électoral, puisque c'est à eux qu'il reviendra, selon le programme, de nous faire le 15 novembre prochain, de faire l'expertise du fichier électoral pour nous dire si ce fichier est bon. Ces observateurs et experts qui sont là et qui confirment ou infirment ce que les journaux écrivent au jour le jour sur le recensement électoral. Sylvestre, on finit avec vous. Oui, quand on verra à la jeunesse togolaise, surtout ces opérateurs de saisie, certains ont quitté Lomé pour l'intérieur du pays dans des conditions un peu difficiles, donc une pensée pour eux. Merci, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, jeudi à 11h. Nous demandons tout simplement la permission à Dieu que nous puissions être encore en vie pour vous entretenir. Demain, jeudi à 11h, joignez-vous à nous pour souhaiter qu'il en soit ainsi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes profs.